posé, sûr de lui, et un ventre d'homme qui tient bien. Autrefois, il était maigre, mince et souple, étourdi, casseur d'assiettes, tapageur et toujours en train. En 3 ans, Paris en avait fait quelqu'un de tout autre, de gros et de sérieux, avec quelques cheveux blancs sur les tempes, bien qu'il n'eût pas plus de 27 ans. Forestier demanda « Où vas-tu » Duroy répondit « Nulle part, je fais un tour avant de rentrer. » « Eh bien, veux-tu m'accompagner à la vie française, où j'ai des épreuves à corriger, puis nous irons prendre un boc ensemble. » « Je te suis. » Et ils se mirent à marcher en se tenant par le bras avec cette familiarité facile qui subsiste entre compagnons d'école et entre camarades de régiment. « Qu'est-ce que tu fais à Paris » dit Forestier. Duroy haussa les épaules. « Je crève de faim, tout simplement. Une fois mon temps fini, j'ai voulu venir ici pour faire fortune, ou plutôt pour vivre à Paris. Et voilà 6 mois que je suis employé au bureau du chemin de fer du Nord, à 1500 francs par an, rien de plus. » Forestier murmura « Bigre, ce n'est pas grave. Je te crois, mais comment veux-tu que je m'en tire? Je suis seul, je ne connais personne, je ne peux me recommander à personne. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais les moyens. » Son camarade le regarda des pieds à la tête, en homme pratique qui juge un sujet. Puis il prononça d'un ton convaincu. « Vois-tu mon petit, tout dépend de l'aplomb ici. Un homme un peu malin devient plus facilement ministre que chef de bureau. Il faut s'imposer et non pas demander. Mais comment diable n'as-tu pas trouvé mieux qu'une place d'employé au Nord ?» Duroy reprit. « J'ai cherché partout, je n'ai rien découvert. Mais j'ai quelque chose en vue en ce moment. On m'offre d'entrer comme écuyer au manège pèlerin. Là, j'aurai au bas mot 3000 francs. » Forestier s'arrêta net. « Ne fais pas ça, c'est stupide quand tu devrais gagner 10 000 francs. Tu te fermes l'avenir d'un coup. Dans ton bureau au moins, tu es caché. Personne ne te connaît. Tu peux en sortir si tu es fort et faire ton chemin. Mais une fois écuyer, c'est fini. C'est comme si tu étais maître d'hôtel dans une maison où tout Paris va dîner. Quand tu auras donné des leçons d'équitation aux hommes du monde ou à leurs fils, ils ne pourront plus s'accoutumer à te considérer comme leur égal. » Il se tut, réfléchit quelques secondes et demanda « Es-tu bachelier ?» « Non, j'ai échoué 2 fois. »« Ça ne fait rien, du moment que tu as poussé tes études jusqu'au bout. Si on te parle de Cicéron ou de Tibère, tu sais à peu près ce que c'est. » »« Oui, à peu près. » »« Bon, personne n'en sait davantage, à l'exception d'une vingtaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire. Ce n'est pas difficile de passer pour fort va. Le tout est de ne pas se faire pincer en flagrant délit d'ignorance. On manœuvre, on esquive la difficulté, on tourne l'obstacle et on colle les autres au moyen d'un dictionnaire. Tous les hommes sont bêtes comme des oies et ignorants comme des carpes. Il parlait en gaillard tranquille qui connaît la vie, et il souriait en regardant passer la foule. Mais d'un coup, il se mit à tousser et s'arrêta pour laisser finir la quinte, puis, d'un ton découragé: « N'est-ce pas assommant de ne pouvoir s'en débarrasser de cette bronchite? Et nous sommes en plein été. Oh, cet hiver, j'irai me guérir un menton. Tant pis, ma foi, la santé avant tout. » Ils arrivèrent au boulevard Poissonnière, devant une grande porte vitrée, derrière laquelle un journal ouvert était collé sur les 2 faces. 3 personnes arrêtées le lisaient. Au-dessus de la porte s'étalait, comme un appel en grandes lettres de feu dessinées par des flammes de gaz, la vie française. Et les promeneurs, passant brusquement dans la clarté que jetaient ces 3 mots éclatants, apparaissaient tout d'un coup en pleine lumière, visibles, clairs et nets comme au milieu du jour, puis rentraient aussitôt dans l'ombre. Forestier poussa cette porte. « Entre, dit-il. » Duroy entra, monta un escalier luxueux et sale que
enfin dans une antichambre dont les deux garçons de bureau saluèrent son camarade, puis s'arrêta dans une sorte de salon d'attente, poussiéreux et fripé, tendu de faux velours d'un vert pisseux, criblé de taches et rongé par endroits, comme si des souris l'eussent grignoté. « Assieds-toi, dit Forestier, je reviens dans 5 minutes. » Et il disparut par une des 3 sorties qui donnaient dans ce cabinet. Une odeur étrange, particulière, inexprimable, l'odeur des salles de réaction, flottait dans ce lieu. Duroy demeurait immobile, un peu intimidé et surpris surtout. De temps en temps, des hommes passaient devant lui en courant, entraient par une porte et partis par l'autre, avant qu'il eût le temps de les regarder. C'étaient tantôt des jeunes gens, très jeunes, l'air affairé, et tenant à la main une feuille de papier qui palpitait au vent de leur course, tantôt des ouvriers compositeurs, dont la blouse de toile tachée d'encre laissait voir un col de chemise bien blanc, et un pantalon de drap pareil à celui des gens du monde. Et il portait avec précaution des bandes de papier imprimées, des épreuves fraîches, toutes humides. Quelquefois, un petit monsieur entrait, vêtu avec une élégance trop apparente, la taille trop serrée dans la redingote, la jambe trop moulée sous l'étoffe, le pied étreint dans un soulier trop pointu, quelques reporters mondains apportant les échos de la soirée. D'autres encore arrivaient, graves, importants, coiffés de hauts chapeaux à bord plat, comme si cette forme les eût distingués du reste des hommes. Forestier réapparut, tenant par le bras un grand garçon maigre, de 30 à 40 ans, en habit noir et en cravate blanche, très brun, la moustache roulée en petite pointe aiguë, et qui avait l'air insolent et content de lui. Forestier lui dit « Adieu, cher maître ». L'autre lui serra la main. « Au revoir, mon cher ». Et il descendit l'escalier en sifflotant, la canne sous le bras. Duroy demanda « Qui est-ce » ? « C'est Jacques Rival, tu sais, le fameux chroniqueur, le duelliste. Il vient de corriger ses épreuves. Garin, Montel et lui sont les 3 premiers chroniqueurs d'esprit et d'actualité que nous avons à Paris. Il gagne ici 30 000 francs par an pour 2 articles par semaine. » Et comme ils s'en allaient, ils rencontrèrent un petit homme à longs cheveux gros, d'aspect malpropre, qui montait les marches en soufflant. Forestier le salua très bas. « Norbert de Varenne, dit-il, le poète, l'auteur des Soleils morts, encore un homme dans les grands prix. Chaque conte qu'il nous donne coûte 300 francs, et les plus longs n'ont pas 200 lignes. Mais entrons en napolitain, je commence à crever de soif. » Dès qu'ils furent assis devant la table du café, Forestier cria « De Bock !» et il avala le sien d'un seul trait, tandis que Duroy buvait la bière à lente gorgée, la savourant et la dégustant, comme une chose précieuse et rare. Son compagnon se taisait, semblait réfléchir, puis tout d'un coup « Pourquoi n'essaierais-tu pas du journalisme ?» L'autre, surpris, le regarda, puis il dit « Mais c'est que je n'ai jamais rien écrit. » « Bah, on essaye, on commence. Moi, je pourrais t'employer à aller me chercher des renseignements, à faire des démarches et des visites. Tu aurais au début 250 francs et tes voitures payées. Veux-tu que j'en parle au directeur ? Mais certainement que je veux bien. Alors, fais une chose. Viens dîner chez moi demain. J'ai 5 ou 6 personnes, seulement le patron, Monsieur Walter, sa femme, Jacqueline. Non, sa femme, Jacques Rival et Norbert de Varenne, que tu viens de voir, plus une amie de Madame Forestier. Est-ce entendu ? Duroy hésitait, rougissant, perplexe. Il murmura enfin « C'est que je n'ai pas de tenue convenable. » Forestier fut stupéfait. « Tu n'as pas d'habit ? Pire. En voilà une chose indispensable pourtant. À Paris, vois-tu, il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que pas d'habit. » Puis tout à coup, fouillant dans la poche de son gilet, il en tira une pincée d'or, prit 2 louis, les posa devant son ancien camarade, et d'un ton cordial et familier. «
Tu me rendras ça quand tu pourras. Loue ou achète au mois, en donnant un acompte les vêtements qu'il te faut. Enfin, arrange-toi, mais viens dîner à la maison demain, 7h30, 17 rue Fontaine. Duroy, troublé, ramassait l'argent en balbutiant. Tu es trop aimable, je te remercie bien, sois certain que je n'oublierai pas. L'autre l'interrompit. Allons, c'est bon. Encore un boc, n'est-ce pas? Et il cria, garçon, 2 bocs. Puis, quand ils les eurent bu, le journaliste demanda, veux-tu flâner un peu pendant 1 heure? Mais certainement. Et ils se remirent en marche vers la Madeleine. Qu'est-ce que nous ferions? Non, qu'est-ce que nous ferions bien? Demanda Forestier. On prétend qu'à Paris, un flâneur peut toujours s'occuper. Ça n'est pas vrai. Moi, quand je veux flâner le soir, je ne sais jamais où aller. Un tour au bois n'est amusant qu'avec une femme, et on n'en a pas toujours une sous la main. Les cafés-concerts peuvent distraire mon pharmacien et son épouse, mais pas moi. Alors, quoi faire? Rien. Il devrait y avoir ici un jardin d'été, comme le parc Monceau, ouvert la nuit, où on entendrait de la très bonne musique en buvant des choses fraîches sous les arbres. Ce ne serait pas un lieu de plaisir, mais un lieu de flâne, et on paierait cher pour entrer afin d'attirer les jolies dames. On pourrait marcher dans des allées bien sablées, éclairées à la lumière électrique, et s'asseoir où on voudrait pour écouter la musique, de près ou de loin. Nous avons eu à peu près ça autrefois chez Musard, mais avec un goût de pastringue et trop d'air de danse. Pas assez d'étendue, pas assez d'ombre, pas assez de sombre. Il faudrait un très beau jardin, très vaste. Ce serait charmant. Où veux-tu aller? Duroy, perplexe, ne savait que dire. Enfin, il se décida. Je ne connais pas les Folies Bergères. J'y ferai volontiers un tour. Les Folies Bergères, pire, nous y cuirons comme dans une rôtissoire. Enfin, soit, c'est toujours drôle. Et ils pivotèrent sur leurs talons pour gagner la rue Faubourg-Montmartre. La façade illuminée de l'établissement jetait une grande lueur dans les 4 rues qui se rejoignaient. Devant elle, une file de fiacres attendait la sortie. Forestier entrait, Duroy l'arrêta. Nous oublions de passer au guichet. L'autre répondit d'un ton important. Avec moi, on ne paye pas. Quand il s'approcha du contrôle, les 3 contrôleurs le saluèrent. Celui du milieu lui tendit la main. Le journaliste demanda, avez-vous une bonne loge? Mais certainement, monsieur Forestier. Il prit le coupon qu'on lui tendait, poussa la porte matelassée à battants garnie de cuir, et ils se trouvèrent dans la salle. Une vapeur de tabac voilait un peu comme un très fin brouillard les parties lointaines, la scène et l'autre côté du théâtre, et s'élevant sans cesse en minces filets blanchâtres de tous les cigares, de toutes les cigarettes que fumaient tous ces gens, cette brume légère montait toujours, s'accumulait au plafond et formait, sous le large dôme autour du lustre et au-dessus de la galerie du premier chargé de spectateurs, un ciel ennuagé de fumée. Dans le vaste corridor d'entrée qui mène à la promenade circulaire, où rôde la tribu parée de filles mêlées à la foule sombre des hommes, un groupe de femmes attendait les arrivants, devant un des 3 comptoirs où trônaient, fardés et défraîchis, 3 marchandes de boissons et d'amour. Les hautes glaces derrière elles reflétaient leur dos et les visages des passants.